vais parler un peu de la personne du président Katumbi. Vous savez, une des manifestations qui était marquante ici en Afrique du Sud, c'était le conclave que l'ensemble avait organisé. Alors, je vais parler un peu de la personne du président Moïse Katumbi. Alors, je vais donner des exemples de ce que j'ai retenu de sa façon d'être, de sa sensibilité, de sa, comment je peux dire, d'une certaine forme de compassion et de son caractère social. En 2011, le gouvernement était prêt à faire la guerre parce que vous savez, même avant les élections, on a tué beaucoup de gens. Il y avait une manifestation de l'UDPS au stade, je ne sais pas, Tata Raphaël ou quoi, où on avait tué les gens à bout portant. Vous savez, en 2015, quand il y avait manifestation contre la révision constitutionnelle, on a tué les gens, il y avait les forces de Maluku. Et vous voyez, c'est ça notre gouvernement. Il y a eu cette histoire de Kamunasa, on a tué les gens et les gens ont fui en Angola et tout ça. Vous voyez, c'est ça notre gouvernement. Malgré ces actions de violence, d'intimidation et de guerre contre son peuple, malheureusement la communauté internationale n'a rien fait pour maîtriser ce gouvernement et le mettre hors d'état de nuire et préserver, n'est-ce pas, la vie des Congolais. Bonjour, chers amis fidèles et téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Chotem avec votre aimé serviteur Yannick Wenge, Moto Oyo Atonda Nakibonzambe. Chers amis fidèles et téléspectateurs, nous sommes venus ici, dans le bureau, il y a le président Bruno Kantopa, président il y a Mouvement Congo Paradis. Par rapport, il y a des rumeurs au Kenya, alors vice cordon et ensemble Panzani, de pour toujours information et pas net spéculaire. Merci beaucoup de vous avoir toujours pour l'information. Tout le monde est présent, Bruno, et on se retrouve tout juste après. Bonjour et bonsoir, président Bruno Kantopa. Oui. Merci beaucoup, Papa Toué, pour tout le monde. Rumeur ou Tambouami, qui a démissionné ensemble. Après démission ensemble et Panzani. Donc tu vois tu es pas la source parce que tu as marre une émission ou est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Yo démissionné ensemble et c'est vrai ensemble et Kawani. Yannick, Oyo Boyokaki, Makambo Oyo Boyokaki, il faut la rectifier dans le vacuum. La renoncaki, la position Oyo Nabandek Kwasume en tant que coordonnateur adjoint et ensemble SADC. Pourquoi je parle de renoncement et je ne parle pas de démission? Permettez que je puisse expliquer ça. Okay. Ça fait plus, je crois que c'est depuis avril que nous avions eu les premières réunions de ensemble. Et là, dans cette première réunion, moi-même et Papa Edouard Kassongo, nous avions été proposés au poste respectivement de coordonnateur et coordonnateur adjoint. Nous avons envoyé un PV que moi-même j'avais élaboré au président. Voilà. Ce PV devait être entériné, ce PV devait servir de support pour la décision que le président Moïse devait prendre à notre sujet. Alors, cela ayant été fait, et la personne qui était plus proche du président Moïse étant Papa Edo Kassongo, donc celui qui avait assumé ce contact avec le président Moïse et qui avait confirmé en retour notre acceptation à ce poste, respectivement lui en tant que coordonnateur principal et moi son adjoint. Alors déjà au début là-bas il y a eu une lacune. La lacune c'est celle-ci, c'est ça une des raisons qui ont, une parmi les raisons qui ont créé mon mécontentement et ma décision de concéder ou de laisser tomber cette fonction que j'assumais en tant que coordonnateur adjoint. C'est-à-dire, après ce PV, après cet acte-là de la première
réunion de quoi? Ensemble. De l'ensemble. Nous avons eu seulement une réaction verbale, une acceptation verbale du président Moïse Katumbi. Une acceptation qui a été transmise par le coordonnateur Edo Kassongo. Et c'était par sa bouche que je recevais toutes ces instructions. Alors, c'était concret, pourquoi? Parce que c'était confirmé, pourquoi? Parce que toutes les réunions qui ont suivi, les décisions que nous avons prises, même l'ouverture du bureau, on l'a fait ensemble avec Edo Kassongo. Et toutes les décisions, les propositions que nous avions prises dans les réunions, le président Moïse Katumbi suivait cela, il endossait cela, et il a fait exécuter les projets que lui-même avait peut-être proposés et que nous avions aussi adoptés. C'est ainsi qu'on a fait une série de mobilisations pour faire des manifestations à l'égard de l'ANC et son bureau national, à l'égard aussi du gouvernement sud-africain, et si finalement aussi à l'égard du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Donc il y a eu cette confirmation verbale, mais qui n'était jamais accompagnée par une confirmation écrite. Bon, alors j'avais ce malaise depuis le début, parce que vous savez, on est quand même des responsables et on est conscient de certains impératifs administratifs quand il s'agit de l'exercice de certaines fonctions à un niveau aussi élevé, dans une section, une fédération aussi importante que la SADC. Donc ces exigences donc administratives faisaient ma préoccupation. Mais j'avais l'espoir, comme le président Moïse avait manifesté, après son accord verbal, il avait manifesté, n'est-ce pas, qu'il avait adopté cela en nous accompagnant dans toutes les actions qu'on faisait. Donc c'était pour moi chose acquise. Mais néanmoins, il y avait toujours une incertitude à moi, ou il y avait toujours un malaise à moi, parce que je me disais que cela sera confirmé aussi, parce qu'en étant coordonnateur, je suis presque au même titre que le coordonnateur principal, parce qu'en son absence, c'est moi qui assume ce poste-là. Donc, nous devrions rendre compte directement au président. Bon, alors, mais malheureusement, cette situation avait perduré comme ça, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Quand, après plusieurs manifestations que nous avons eu à mener auprès de l'ANC, jusqu'à la présidence, il n'y avait toujours pas de contact entre moi et le président. Finalement, j'ai eu des malaises et je me suis rendu compte que non, peut-être il y avait peut-être autre chose que je ne pouvais soupçonner. Ou peut-être que le président, par rapport à moi, parce qu'il parlait au cordon principal, alors moi je pensais que peut-être le président, par rapport à moi, il n'était pas peut-être... Il ne m'avait pas accepté officiellement, parce qu'il n'y avait pas de lettre ou de confirmation officielle. Donc il n'y avait pas de nomination officielle. Bon, alors, c'est pourquoi je voulais juste, n'est-ce pas, clarifier la question du renoncement. Comme il n'y avait pas de nomination officielle, il y avait une nomination verbale, mais qui a été confirmée par les actes du président. C'est dans les actes qu'on peut voir, donc, n'est-ce pas, la confirmation, si le président vous le connaît ou pas. Mais ces actes ont été posés. Donc, pour nous, nous avions cette confirmation indirecte que le président nous avait endossée. Alors, je disais que, malgré ces actes là-bas, comme cela n'était pas entériné par une décision officielle, par une déclaration officielle, par une note officielle, c'est pourquoi, dans ce cas, je voulais clarifier et dire, j'ai voulu utiliser le mot renoncer. Parce que tant que la décision officielle n'était pas prononcée, n'était pas donnée, donc je ne peux pas parler d'une démission. C'est pourquoi je parlais de renoncement, parce que je considérais que cette nomination était encore à venir. C'est pourquoi, par rapport à cette nomination à venir, je me suis récusé. J'ai dit, je ne suis pas donc disponible. Je ne serai plus disponible pour cette nomination là-bas, parce que déjà
avec tout le temps que j'ai exercé cette fonction, je n'ai pas vu quelque chose de mon côté qui puisse m'encourager. Parce qu'il n'y a pas eu un signe pour confirmer vraiment dans les actes que par rapport à ma personne, donc il y avait cette faveur du président. Vous comprenez? C'est ainsi qu'au lieu de continuer à faire des activités et à m'époumoner, à m'engager, à dépenser le meilleur de moi-même pour faire avancer les choses, pour peut-être être déçu à la fin, j'ai préféré à ce stade dire non, je me mets un peu à côté. Mais c'était aussi quelque part une interpellation à l'égard du président pour faire ce qui est correct. Bon, alors, maintenant, je peux tourner cette page parce que je voulais expliquer la nuance entre le renoncement et la démission. Donc ici, je ne veux pas parler de démission, j'aimerais parler de renoncement parce que la nomination était encore à venir malgré qu'on était en exercice. Bon, alors, tournons la page, je veux parler, vous avez dit que l'ensemble est-ce qu'elle est divisée et Panzani, mais moi je ne pense pas qu'une fédération comme SADC ici peut diviser l'ensemble. L'ensemble, ce n'est pas seulement SADC. L'ensemble est bien établi au pays, l'ensemble est bien établi partout au monde, mais SADC, c'était quand même une section très importante de l'ensemble par rapport aussi aux activités que nous avons menées en vue de, n'est-ce pas, des efforts diplomatiques, de soutenir les efforts diplomatiques menés par les différents leaders et particulièrement par le président Moïse Katumbi. Donc, dans ce cadre-là, je pourrais dire que l'ensemble Afrique du Sud, l'ensemble SADC était vraiment une section vraiment importante, n'est-ce pas? Bon, alors, est-ce que mon départ a divisé cet ensemble? C'est pas mon souhait. Et ce n'est même pas pour moi un sujet de discussion parce que je ne souhaite même pas que ça soit ainsi et je ne voudrais pas que les gens puissent spéculer sur ça. Mon souci ici, c'est de pouvoir peut-être analyser les conditions ou les circonstances qui ont amené à mon renoncement, parce que cela peut intéresser l'opinion publique. Voyez, pour satisfaire aussi les gens qui peuvent se poser des questions sur moi, parce que pendant un certain temps, les gens m'ont vu dans toutes ces activités ici au premier rang, et je peux décrire rapidement que ce travail là-bas, c'était un travail qui m'a pris beaucoup de temps. Et ça a fait que même pendant une certaine période, parce que moi j'étudie entre-temps, et ça a affecté mes études, ça a affecté mon business, parce qu'on a fait des activités successives telles que ça n'a jamais été fait ici en Afrique du Sud. Okay. Voyez, on a été à l'Outouliaz au moins 4 ou 5 fois. Et on a été aussi à l'ambassade de la Corée. Et puis finalement on a été à Union Building, donc la présidence de l'Afrique du Sud. À chaque fois, toutes ces activités-là, il fallait demander des autorisations, aller défendre les raisons pour lesquelles nous voulions protester, aller donner le mémo, et aussi préparer la mobilisation, ainsi que la présentation des mémos. Et j'étais au cœur de tout ça, spécialement dans le cadre de l'autorisation, la discussion pour obtenir, n'est-ce pas, ces mêmes autorisations et l'élaboration des mémos. Donc ça me prenait, une manifestation pouvait prendre pour moi 1 semaine ou 2 semaines, où je pouvais être démobilisé. Donc vous voyez qu'avec cet engagement, cette mobilisation que ça demandait de moi, je pensais que vraiment il était tout à fait légitime de ma part de pouvoir réclamer une certaine légitimité, de pouvoir réclamer un certain endossement officiel. Surtout que maintenant, je disais, le président Moïse est venu à plusieurs reprises ici, en Afrique du Sud, mais jamais je n'ai eu l'occasion d'entrer en contact avec lui. Jamais je n'ai même eu un appel téléphonique, même après notre première réunion où ils les avaient accepté verbalement, mais ça ne m'a pas été adressé donc directement, donc il ne m'a pas parlé moi, alors que ça devait être le cas, parce que c'était le coordonnateur principal et le coordonnateur adjoint. À mon avis, ces choses devaient être, n'est-ce pas, automatiques. Donc le président devait s'adresser aux 2 personnes qu'il avait nommées ou auxquelles il avait accepté, n'est-ce pas, d'exercer ce genre
fonction. Mais ce n'était pas le cas, je disais. Donc cette frustration a continué. Alors, je vais tourner un peu cette page en disant ceci. Bon, cela a créé une crise à moi parce que c'était une contradiction. Ok? Une contradiction par rapport à mes attentes, par rapport aux perceptions, par rapport à ma connaissance et à l'idéal que je me faisais en voyant une personnalité aussi importante que j'ai admirée de loin, comme Moïse Katumbi, venir sur la scène politique congolaise, mais surtout venir en ce moment exercer son activité politique en Afrique du Sud. Pour moi, c'était une opportunité, une grande opportunité. Parce que je dois faire une parenthèse, avant que le président Moïse vienne soutenir tous ces efforts diplomatiques, cette mobilisation, cette campagne ici en Afrique du Sud, nous, avec MCP, Mouvement Congo Paradis, depuis longtemps, nous avions toujours rêvé et envisagé que les leaders, les grands leaders de l'opposition et même de la société civile puissent souvent venir en Afrique du Sud, même en coalition, pour mobiliser la communauté congolaise et mobiliser l'opinion sud-africaine et l'opinion politique, parce que l'Afrique du Sud, c'était vraiment un pays très important dans l'influence politique régionale, aussi bien l'influence politique au Congo. Mais alors, pour mobiliser ce soutien, cette attention par rapport au Congo, parce que pendant longtemps, nous les Congolais, nous avons souffert, on n'a pas considéré notre sort, même par les Sud-Africains et même par les pays de la SADC. Donc nous rêvions de cette opportunité que nous avons vue venir avec l'entrée en action du président Moïse Katumbi. C'est ainsi que moi, en tant qu'activiste dans la société civile avec mon organisation, quand il m'a été offert, n'est-ce pas, de travailler avec le président Moïse Katumbi, je n'ai pas hésité du tout, bien que j'étais en tout cas pas tellement sûr de la manière dont on devait travailler, parce que j'ai une organisation tout à fait indépendante et qui a une vision et des objectifs qui sont vraiment dans l'intérêt du Congo en général et qui pouvaient contribuer quelque part à pouvoir donc soutenir la lutte et les changements chez nous. Alors je disais que c'était une grande opportunité pour nous, on ne pouvait pas perdre ça. Et j'avais vraiment remercié que cette opportunité me soit donnée. Et je dois répéter encore ici que je dois remercier que le président Moïse Katumbi m'ait donné cette opportunité aussi d'assumer ses fonctions, parce que c'était une réalisation d'un rêve que j'avais. Vous comprenez? Mais alors, je dis ici, je vais parler un peu de la personne du président Katumbi. Vous savez, une des manifestations qui était marquante ici en Afrique du Sud, c'était le conclave que l'ensemble avait organisé. Alors, je vais parler un peu de la personne du président Moïse Katumbi. Alors, je vais donner des exemples de ce que j'ai retenu de sa façon d'être, de sa sensibilité, de sa, comment je peux dire, d'une certaine forme de compassion et de son caractère social que j'avais toujours apprécié et que j'ai eu la chance d'expérimenter. Alors, vous savez, quand j'étais accrédité pour aller au conclave, c'était par l'intermédiaire d'autres activistes de la société civile qui s'étaient rappelés de moi et qui avaient demandé au président Moïse, alors au conclave, de permettre à ce que je puisse rejoindre le conclave et participer aux discussions et donc être associé à ces assises de l'ensemble. Eh bien, c'était une chose que le président Moïse Katumbi avait considérée immédiatement, et immédiatement il avait donné l'ordre et les instructions pour qu'on puisse me donner les macarons pour pouvoir participer comme tout autre participant, parce que les participants à ce conclave venaient de tout, partout au monde. Voilà que c'est une demande qui a été rapidement présentée au président Moïse Katumbi, à laquelle il avait répondu immédiatement. Donc je vais parler de la sensibilité de la personne du président Moïse Katumbi. Alors je prends un autre exemple. Quand on m'accrédite, le président Katumbi, par l'intermédiaire d'autres activistes, il se rend compte que je suis quelqu'un très actif dans la communauté congolaise et je peux mobiliser les gens.
Et quand on m'appelle, il cause avec, il envoie son conseiller ou son aide, Salomon. Nous proposons que, à la fin du conclave, que le président Katumbi ne puisse pas manquer d'inviter la communauté. Parce que lui étant un homme, pour moi, que je considère comme un homme donc un chef qui aime le peuple, un chef du peuple, qui aime la population, qui aime la communauté, qui est sensible à la communauté. Je ne pouvais pas concevoir qu'il termine le conclave, qu'il parte sans avoir l'occasion d'interaction avec la communauté. Alors, j'ai présenté cette requête, bien qu'il y ait des gens qui étaient déjà désignés pour faire cela, mais qui avaient mis ça en doute, qui n'étaient pas sûrs et qui ne voulaient pas peut-être même faire comme nous le pensions. Immédiatement, le président Katumbi avait réagi positivement. Il avait donné des moyens, et moi j'étais parmi un des mobilisateurs avec le coordonnateur le coordonnateur Kassongo, pour mobiliser toute la communauté. Chose qui avait été faite. Alors, voilà cet exemple. Et il y a eu une grande mobilisation, les moyens ont été mobilisés immédiatement. Les gens sont venus de partout. Moi-même, je me suis mis, j'ai distribué des invitations au nom de l'ensemble qui avait connu une réponse immédiate et massive. Malheureusement qu'il y avait un peu peut-être des événements malheureux parce qu'il y avait quand même des gens qui avaient essayé de créer de troubles, ce que nous avons regretté tous. Mais néanmoins, ça avait prouvé que le président Moïse, c'était vraiment quelqu'un qui était aimé aussi et qui était l'homme du peuple parce que les gens ont réagi. Et au-delà de ça, moi, je n'avais pas eu la chance de le rencontrer pour parler avec lui parce que j'étais tellement occupé avec la mobilisation et le transport des gens que j'avais amené au conclave que je devais ramener. Mais une chose encore, pour parler de la personnalité du président Moïse et voir sa sensibilité. Après le conclave, bien qu'il y avait eu un peu de désordre, avant qu'on puisse conclure totalement le conclave, eh bien, le président Moïse Katumbi avait reçu des journalistes, il avait reçu même des personnes que nous avons amenées au conclave, des simples Congolais et Congolaises, et il a eu des interviews avec eux, et il les a entendus. Vous voyez? Alors maintenant, c'était important que je donne ces exemples. Pourquoi? Parce que c'est autour de cet exemple aujourd'hui que tout le drame de mon départ, tout le drame de mon renoncement se passe. Alors maintenant, voyez comment le président Katumbi, tel que je l'ai connu dans ce laps de temps, comment il a démontré être un homme sensible qui répond directement aux besoins des masses ou des Congolais qui appellent à son secours et qui demandent son attention. Bon, alors je dis, imaginez-vous que maintenant quand j'entre en fonction, je n'ai pas eu l'opportunité de faire cette expérience-là, le président Katumbi. Okay. Vous comprenez? Yeah. Non, c'était devenu maintenant plus difficile, maintenant alors que nous exerçons des fonctions officielles, des fonctions si importantes, et on a fait un travail si assidu. Vous comprenez? Alors ça, c'était vraiment une grande source de malaise. Alors pour moi, de ces malaises, j'étais découragé. Et j'ai pensé que non, peut-être que mon rôle, ok, et ma position n'étaient pas à accepter. J'ai préféré, n'est-ce pas, être en dehors de l'ensemble. Ça va? La position est bonne? Yeah, ça va. Ok. Vous voyez aussi une couronne jaune, hein, autour du symbole de l'ensemble, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a une coïncidence. Là-bas, nous avons aussi une couleur jaune avec MCP. Vous voyez? Et MCP, le cercle jaune là-bas, pour nous, ça symbolise l'unité. Ok? Et cette unité, c'est une inspiration divine parce que c'est même une loi divine. Si vous voulez être une nation forte,
exister en tant qu'une nation forte, en tant qu'un peuple fort, vous ne pouvez le faire autrement qu'en renforçant votre unité, en renforçant l'amour. C'est comme ça qu'un seul homme, comme un seul homme, vous pouvez vous défendre contre même les ennemis, ou les envahisseurs, ou les gens qui viennent pour vous occuper et tout ça. Mais c'est seulement à cette condition-là. Alors, vous savez, avec le nom ensemble, ça a résonné avec notre idéologie de MCP. Mais nous comprenons à la fois que cette idéologie a des impératifs. Ces impératifs, c'est quoi? C'est l'amour, la tolérance et l'acceptation des autres. Maintenant, on se retrouve au cœur d'une plateforme qui a projeté les mêmes valeurs que nous, mais qui commence maintenant à revenir contre ces valeurs. Mais chérie, que je vous dis, nous, dans MCP, nous ne tolérons pas le tribalisme. Nous ne tolérons pas même qu'on fasse la guerre aux autres partis politiques. Nous ne tolérons pas que les Congolais se fassent la guerre. Vous comprenez? Parce qu'avec ça, nous allons rendre notre pays un enfer pour nous-mêmes. Vous voyez, c'est pourquoi nous appelons Mouvement Congo Paradis. Alors, tout ce qui est contre les valeurs qui peuvent créer un espace de paix, de joie, d'amour entre les Congolais, espace qui est obligatoire pour sauver notre pays du danger d'une disparition ou d'une balkanisation. Donc, tout ce qui peut aider à défendre cet idéal, nous sommes prêts à défendre cela. C'est pourquoi, en ce moment, j'ai trouvé que c'était vraiment important. S'il le faut, ma présence dans l'ensemble commençait à compromettre cet idéal. S'il faut que je me mette à côté pour pouvoir assumer cet idéal, cette vision que je crois être salutaire pour notre pays, alors qu'il soit ainsi. Donc j'ai décidé alors ainsi de renoncer à ce poste de coordonnateur adjoint pour sauver l'idéal et sauver les valeurs pour lesquelles nous, MCP, nous tenons. Nous allons défendre. Merci beaucoup, Président Bruno. Pardon. Par rapport de l'actualité, la Kinshasa, de mon ami Toukaye, na baja Seni, baza Anteni, na Minduki na Kati. Et là, Yannick, ce n'est pas la première fois. Je crois, même en 2016, alors qu'on parlait des élections qui n'ont jamais été organisées, il y avait encore une présence de beaucoup de camions comme ça à Kinshasa. C'est la deuxième fois qu'il y a cette démonstration de force. Vous savez que vous savez que notre gouvernement, c'est un gouvernement qui donne la priorité à son pouvoir militaire, qui donne la priorité à s'imposer militairement, que même à pourvoir le bien-être au peuple congolais. C'est un gouvernement et un régime qui pratiquement se bat contre le peuple au lieu de se battre pour que ce peuple ait un bien-être. Alors ça justifie l'acquisition de telles armes, de tels instruments de guerre qui ne peuvent que justifier les intentions d'intimider et de forcer même les élections si le gouvernement n'est pas sûr, de la victoire. Alors c'est une forme d'intimidation pour laquelle le gouvernement se prépare. Vous savez qu'en 2011, quand il y a eu tricherie, en 2006, quand il y a eu tricherie, le gouvernement était déjà prêt à faire la guerre. C'est comme ça qu'ils ont fait la guerre avec Bemba. En 2011, le gouvernement était prêt à faire la guerre parce que vous savez, même avant les élections, on a tué beaucoup de gens. Il y avait une manifestation de l'UDPS au stade, je ne sais pas, Tata Raphaël ou quoi, où on avait tué les gens à bout portant. Vous savez, en 2015, quand il y avait manifestation contre la révision constitutionnelle, on a tué les gens, il y avait les forces de Maluku. Et vous voyez, c'est ça notre gouvernement. Il y a eu cette histoire de Kaminasa, on a tué les gens et les gens ont fui en Angola et tout ça. Vous voyez, c'est ça notre gouvernement. Malgré ces actions de violence, d'intimidation et de guerre contre son peuple, malheureusement la communauté internationale n'a rien fait pour maîtriser ce gouvernement et le mettre hors d'état de nuire et préserver, n'est-ce pas, la vie des Congolais et le bien-être, la paix du peuple congolais. Voilà, malheureusement, c'est un mauvais signe. Ça montre encore que le gouvernement est prêt à n'importe quoi, qu'il
ils perdent les élections ou pas, ils sont prêts à imposer un résultat, même par les armes. Donc c'est vraiment un signe qui est dangereux pour nous. Et je ne sais pas comment est-ce que l'opposition va se préparer pour, n'est-ce pas, éviter le pire. Merci beaucoup, Président. Pour finir, par là, Président des meetings, il y a Emmanuel Shadari, votre mot pour toutes ces élections. Meeting à Emmanuel Shadari Nayoki que on a corrompu, c'était l'argent qui avait circulé pour mobiliser les gens. Vous savez, il y a le controverse entre aller aux élections, c'est le langage de l'UDPS, et ne pas aller aux élections. L'UDPS n'a pas été à la marche. Bon, alors, parce que refuser d'aller aux élections pour l'UDPS, ça signifie donner encore un autre prolongement, un autre glissement à Kabila. Que l'UDPS, aussi à sa juste raison, peut donc avoir donc chercher à contrecarrer à tout prix. C'est-à-dire l'UDPS ne veut pas un glissement. Bon, ce qui est peut-être une chose correcte, mais aussi en même temps, le langage de l'UDPS, même si là, ça a créé la confusion, d'aller donc au vote, même avec la machine à voter que d'ailleurs l'UDPS avait déjà accepté qu'elle n'était pas bonne pour ces élections parce que c'était un instrument de tricherie. L'UDPS avait déjà accepté ça. Alors il y avait un peu cette confusion dans l'opinion nationale sur la position vraiment de l'UDPS par rapport à cette machine. Mais quand de plaise à tout ce qui se fait comme contradiction et discussion sur la place publique, moi je crois que réussir à faire partir Kabila d'ici le 23 décembre ou après, c'est ça l'objectif principal. Et je crois que dans les rhétoriques de l'UDPS et la marche de l'opposition qui était destinée à dénoncer l'utilisation ou à refuser l'utilisation de la machine à voter. Je pense que quelque part, les deux actions se rencontrent et se complètent. Donc moi, je suis plutôt pour faire ressortir un consensus toujours entre les opposants que chercher à se faire la guerre et à se retrouver dans une contradiction qui ne va que renforcer ou donner raison ou donner la chance à Kabila de s'éterniser encore au pouvoir. Bon, alors, encore une fois, là, je peux dire, malheureusement, si je pouvais rentrer en arrière, avec toutes les campagnes que nous avons eu à avoir ici avec les différents partis politiques, et pour interpeller la communauté internationale, interpeller les Sud-Africains à soutenir un changement et le départ de Kabila. Malheureusement, nous devrions avoir aussi créé un espace où les partis politiques devaient trouver vraiment le temps de discuter en profondeur sur les questions clés et de trouver un entendement commun sur comment, n'est-ce pas, tacler la période avant les élections et la période après les élections. Parce que après les élections, ça veut dire après le 23 décembre, si Kabila est encore au pouvoir, ok, parce qu'il n'y aurait pas eu les élections, comment est-ce que l'opposition devrait gérer le glissement? S'il y a des élections le 23 décembre et que la situation par exemple, des machines à voter et tout ça est telle qu'elle est, nos revendications sont tombées dans les oreilles de sourds. On n'a pas enlevé l'utilisation de la machine à voter et Kabila arrivé à tricher. Comment est-ce que l'opposition va se comporter? Alors pour cela, je trouve que l'opposition a un grand travail à faire. Ce n'est pas le moment de se faire la guerre, parce que ce qui est vraiment en gage ici, c'est le sort du peuple congolais qui a tant souffert et qui a besoin vraiment d'avoir un avenir meilleur que ce que nous avons connu depuis que l'AFDL est entrée au pays. Donc pour moi, quand je vois la marche qu'il y a eu le 26 et je vois les discussions qu'il y a, les contradictions qu'il y a entre certains partis de l'opposition et les autres, je trouve que cela doit interpeller les opposants à ne pas perdre le temps pour entretenir des discussions sérieuses, hein, et afin de toujours trouver un consensus, un accord, parce que ensemble ils réussiront. S'ils sont divisés, je ne crois pas qu'ils ont beaucoup de chances devant le quoi. Alors je pense aussi que
en ce qui concerne la candidature unique. Moi, vous savez, en entrant aussi à Ensemble, j'avais toujours pensé qu'on devrait avoir les candidats qui sont forts. Vous savez, un parti politique comme l'UDPS, c'est un parti politique qui a eu l'histoire et qui a la popularité. Le fait que Tshisekedi est resté parmi les candidats, celui qui est venu du parti politique le plus fort, le plus populaire, je pense que la personne de Tshisekedi pouvait être vraiment le candidat, peut-être sur le plan même populaire, considéré. Maintenant, il aurait fallu, n'est-ce pas, que les autres partis politiques puissent sincèrement et honnêtement entrer en discussion avec Félix Tshisekedi pour que chacun puisse retrouver son intérêt. Et je pense que ce n'est pas seulement une demande faite à l'égard des partis d'opposition, mais c'est aussi une demande à l'égard de Tshisekedi pour qu'il puisse s'élever. Parce que Tshisekedi vient de l'UDPS qui est le plus important parti politique chez nous. Naturellement, c'est le plus important parti politique qui devrait avoir la primauté de donner le candidat. Alors là, je trouve qu'il y a quand même une défaillance dans les leaders politiques de chez nous pour ne pas voir les choses de cette façon-là et remettre un peu en question cette prééminence ou cette grandeur ou cette force de l'UDPS que personne ne peut vraiment contester. Vous comprenez? Moi, je pense qu'il est grand temps que l'on puisse se ressaisir, qu'on arrête de faire des illusions, qu'on accepte une réalité qui est vraiment évidente et qu'on puisse trouver un compromis avec le candidat qui est le plus fort. Ok, merci beaucoup, Président. Je vous en prie. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Là, c'était le président Bruno Kantoupa, le président du mouvement Congo Paradis ou Aotsoloba. Mambo Bélé, Mambo Ensemble, Mambo Ranae, Congo. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Les propos tenus dans cette émission, ça n'engage que son auteur, chers amis fidèles téléspectateurs. D'ici là, portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.